En tant qu'initiateur à l'échelon mondial de l'ablation systématique de la limitante interne dans les membranes épirétiniennes, les trous maculaires et les édèmes de la macula, j'ai conduit à ce que l'an dernier, 1 million de personnes au monde aient une acuité visuelle post-opératoire qui est meilleure. Et je devrais en être fier. Et pourtant, ce n'est pas mon vrai bébé. Mon vrai bébé, celui dont je suis le plus fier, et paradoxalement dont j'ai le plus honte, c'est ma stratégie dans le décollement de rétine. Fier parce que cette stratégie m'a permis d'obtenir les meilleurs résultats opératoires publiés dans le monde, parce que c'est dans le décollement de rétine que ma quête physiopathogénique et thérapeutique a été la plus affûtée, et d'ailleurs la majorité des inventions que j'ai faites pendant ces 40 années de recherche ont été dédiées au peaufinement et à l'amélioration de cette stratégie. Mais honte, parce que je dois reconnaître que mes multiples tentatives d'enseignement de la sémiologie fine, ainsi que mon plaidoyer pour que la stratégie soit calquée sur cette sémiologie fine du décollement de rétine, a toujours été un fiasco. Je n'ai jamais réussi à l'imposer, ni même à convaincre. Et je suis sûr que lorsque je présentais mes statistiques à l'étranger, si personne ne bronchait dans la salle, c'est parce qu'ils devaient tous penser que je trafiquais mes résultats. Et quand je vois ce que Alexandre vient de présenter, c'est-à-dire votre stratégie dans des cas de décollement simple, j'ai envie de me cacher dans un trou de souris, tellement j'ai honte de ne pas avoir laissé d'empreinte, même dans mon pays. Alors, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai réfléchi à pourquoi on a des stratégies différentes, et même comment se forme une stratégie, et j'aimerais vous poser une question. Avons-nous fait des progrès depuis 50 ans dans le décollement de rétine? En d'autres termes, est-ce que les choix que nous avons faits dans l'examen préopératoire, dans les techniques chirurgicales ou dans la stratégie qui va relier tout ça ensemble ont eu un impact positif pour la guérison du malade? Et pour cela, je vais analyser rétrospectivement ce qui s'est passé dans deux courants de pensée différents, de deux pays différents, les États-Unis et la France, ou plus exactement dans l'école lyonnaise dont je suis issu. Et ce, depuis que les publications sont répertoriées sur PubMed, c'est-à-dire depuis 1970. Voyons tout d'abord quels sont les choix dans l'examen préopératoire. En 1970, aux États-Unis, Charles Keppens avait déjà introduit l'ophtalmoscopie indirecte, et ce fut un réel progrès par rapport à l'ophtalmoscope direct, qui certes donne un grossissement 5 fois supérieur à l'ophtalmoscopie indirecte, mais qui ne donne qu'une vision très parcellaire du fond d'œil, alors qu'avec l'ophtalmoscopie indirecte, vous avez cette vision panoramique de toute la rétine rétro-équatoriale, et c'est la raison pour laquelle les Américains l'ont adopté et l'utilisent encore comme unique moyen d'examen préopératoire. En France, dans les années 70, les méthodes étaient plus diversifiées. Il y avait Maggie Valla, par exemple, qui avait appris avec Charles Keppens, qui utilisait l'ophtalmoscopie indirecte. Il y en avait d'autres qui utilisaient l'ophtalmoscope direct. Mais à Lyon, c'est le biomicroscope qui s'imposait après les recommandations de Monsieur Paufic, qui vantait le grossissement considérable et la luminosité qui permettait d'identifier de façon indiscutable les plus petites déchirures invisibles en ophtalmoscopie indirecte. Voici ce qu'il écrivait. Cet examen biomicroscopique, d'abord au verre à 3 miroirs, puis
panfondoscope, quadrasphérique et tout un tas de lentilles sans contact s'imposaient à Lyon à cause des avantages considérables qu'ils procuraient. Tout d'abord, la coupe optique donnée par la lampe à fente qui permettait de voir le vitré. Ophtalmoscopie indirecte, vous ne voyez que la rétine. Avec la lampe à fente, vous avez les deux visions de la rétine et du vitré, donc du conflit vitréo-rétinien. Vous pouvez voir où est la hyaloïde postérieure, vous pouvez voir ces tractions de la hyaloïde sur la rétine, tout ce qui va vous permettre d'affiner votre étude sémiologique et par la suite de modifier votre stratégie chirurgicale. Pour ma part, je continuais le travail sémiologique commencé par Mireille Bonnet, par exemple en individualisant les stades 0, qui n'existaient pas avant, les stades où il n'y a même pas de pigment dans le vitré, en décrivant certaines situations où l'on peut faire cryogaz sans trop de risque des décollements de stade 0A. En distinguant deux sortes de traction, la traction dynamique rétrobasale sur une zone de fragilité rétinienne que l'on voit bien ici, vous voyez cette traction qui est là et qui tire sur le clapet, que l'on voit moins bien ici mais qui existe quand même, ainsi que les tractions statiques situées sur la base du vitré où c'est la galette vitréenne qui déchire la rétine antérieure, qui fixe le lambeau antérieur de la déchirure, vous voyez ces petites fibrilles que l'on voit ici, alors que le lambeau postérieur est bien mobile. Tout cela ayant des conséquences stratégiques énormes, alors que ce n'est pas vu en ophtalmoscopie indirecte. C'est également ainsi que j'ai décrit un signe clinique qui, à mon sens, est important. C'est le pli rétinien circonférentiel qui, même dans des cas excessivement simples comme celui-ci, interdit la procédure cryogaz. Et pourquoi? Parce que c'est un signe, un début de contraction de la base des vitrées et que ça pourrait entraîner des déchirures inférieures. Vous voyez, comme on voit bien ici, ce pli rétinien circonférentiel. Enfin, le dernier avantage, à mon sens le plus important de l'examen biomicroscopique, c'est que, comme le disait M. Poffic, vous ne pouvez rien laisser passer. Zeiss avait calculé qu'un trou de 50 microns ne peut pas être vu en ophtalmoscopie indirecte, alors que là, si vous avez un doute sur une petite déchirure, eh bien, il vous suffit d'augmenter le grossissement de votre lampe à fente, et la déchirure apparaît comme le nez au milieu de la figure. Vous ne pouvez rien laisser passer. Un autre avantage, c'est que, surtout si vous utilisez des verres que vous posez sur l'œil, comme le verre à 3 miroirs ou le panfondoscope, vous allez faire votre examen millimètre après millimètre, donc de façon continue, sans rien laisser passer. Et vous allez pouvoir avoir l'intime conviction, je veux dire l'absolue certitude, d'avoir vu toutes les déhiscences et tous les détails importants. Alors que, en ophtalmoscopie indirecte, vous allez devoir demander au malade de regarder en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, etc. Et vous allez faire des sauts qui peuvent être source d'oubli et cela ne va pas vous donner cette absolue certitude d'avoir tout identifié. Et cela a des conséquences importantes. En ophtalmoscopie indirecte, le fait de ne pas voir le vitré et le fait de ne pas avoir cette absolue certitude, tu as branché en fait oui, ok, fait que dans les années 80, les opérateurs, par sécurité, prenaient l'habitude de faire une indentation de toute la zone décollée et donc en cas de décollement total de faire un cerclage. Alors qu'avec le biomicroscope, ces deux paramètres que vous possédez parfaitement vont vous permettre de proposer le traumatisme minimum et donc d'opter pour une stratégie mini-invasive. Voyons maintenant le choix pour la réalisation des manœuvres externes et principalement l'indentation. Pour faire une indentation, l'examen péropératoire du fond d'œil obéit à peu près aux mêmes règles que l'examen préopératoire dans les deux pays.
Aux États-Unis, ils continuent à utiliser l'ophtalmoscopie indirecte en paire opératoire. Ils ont eu beaucoup de mal à passer au microscope. Et ils font donc les indentations encore maintenant à l'œil nu. Mais faire une indentation à l'œil nu, c'est pas chose si facile, surtout si vous voulez que ce soit les sutures elles-mêmes qui invaginent l'implant à l'intérieur de la sclère. C'est pourquoi ils ont tendance à utiliser des indentations avec des systèmes élastiques, comme l'éponge de Linkoff, ou des rails qui tiennent des supports durs, mais utilisant une force centripète opposée à la force centrifuge du tonus oculaire et entraînant ces scléromalacies qui, en cas de reprise, vont compromettre le résultat final. Si l'on ajoute à ça certains passages de bande sous la rétine ou certains string syndromes, et si l'on ajoute surtout ces statistiques de 1980, 1989, 1991 montrant qu'après un cerclage, on a entre 25 et 40% d'œdème maculaire, eh bien, on peut comprendre qu'un certain désamour pour l'indentation s'est installé dans la tête des utilisateurs de l'ophtalmoscopie indirecte. En France, en 1976, Mireille Bonnet fait une révolution. Elle fait placer sous son microscope la lampe à fente fabriquée par Zeiss pour retrouver les mêmes repères qu'en préopératoire et bâtir tous les principes de la microchirurgie du décollement de rétine. Ce fut un bouleversement total dont on n'a pas eu conscience à l'époque, mais qui a eu les mêmes répercussions pour les manœuvres externes que l'utilisation du microscope dans la cataracte, et ce, à toutes les étapes des manœuvres externes. Pour la cryo et le repérage des déhiscences, qui peut prétendre que sans microscope, vous allez obtenir la même finesse de traitement et la même sécurité dans le repérage de ces micro-trous, repérage micrométrique de ces micro-trous qui d'ailleurs ne seraient même pas vus en ophtalmoscopie indirecte. Pour la réalisation d'une indentation et son analyse et son parfait positionnement par rapport aux déhiscences. Alors bien sûr, ça nécessite de maîtriser cette gymnastique qui permet de passer des vues internes aux vues externes, mais qui ne sont pas plus difficiles à apprendre que n'importe quelle technique nouvelle. Et cette précision chirurgicale permettait à Mireille Bonnet, en 1980, d'avoir les meilleures statistiques mondiales sur le décollement de rétine avec 82% de réapplication rétinienne. Pour ma part, et puisqu'au début des années 90, j'opérais à moi seul plus de 10% de tous les décollements de France, mon travail fut essentiellement de simplifier les techniques de Mireille Bonnet qui étaient un petit peu trop longue. Je créais notamment une gamme d'implants incompressibles, d'implants et je modifiais les techniques de suture permettant d'invaginer ces implants dans la sclère sans créer de force centripète, l'implant n'étant là que pour donner la forme à l'indentation. Et comme vous le voyez, ces techniques étaient très rapides, me permettant, vous voyez, en 35 secondes, de faire 2 contrôles intraoculaires et un replacement de l'implant, ce qui aurait pris 10 fois plus de temps avec une ophtalmoscopie indirecte. Je créais également un concept d'indentation pli, le pli étant obtenu par le point postérieur à l'implant, perpendiculaire à l'implant et faisant 2 mm de long pour froncer l'épithélium pigmentaire. Vous voyez un exemple de cerclage pli avec une bande de silicone dur. Et le point important, c'est celui-là, le point postérieur, qui va faire à peu près 2 mm. Alors, vous pouvez dire que ça, c'est des détails insignifiants, mais en fait, ça permet de faire jouer à l'indentation un rôle bien supérieur à celle de la simple obturation des déhiscences. Comme par exemple, s'il y a une micromembrane ou des petits plis à côté de la déchirure, eh bien, vous allez pouvoir, en raccourcissant la surface de l'épithélium pigmentaire, faire correspondre la rétine un peu raccourcie avec celle de l'épithélium pigmentaire et traiter le malade sans vitrectomie.
Vous voyez, en 1985, j'inventais aussi la ponction transclérale à l'aiguille. Là aussi, c'était dans le but de faire un raccourcissement opératoire, une simplification opératoire. Mais je les faisais dans les raphés avasculaires. Ça m'était facile de le faire parce que j'avais fait ma thèse sur la choroïde. Et maintenant, je dois dire que dans le monde entier, je pense qu'ici tous, vous faites cette technique qui, avant que je la crée, il fallait un quart d'heure pour faire une ponction transférale. C'était quand même excessivement long. Voici un cerclage pli. Toutes ces techniques furent enseignées à la SCRV et sont décrites sur ma chaîne YouTube que vous avez ici. Certains membres de la SCRV les ont adoptées et pour eux, il n'y a pas de désamour pour l'indentation. Voyons maintenant le choix pour la réalisation de la vitrectomie. Créé en 1970 par Macmer et Jean-Marie Parel, les premiers vitréotomes furent proposés partout dans le monde et pendant une quinzaine d'années avec un contrôle du débit d'aspiration. Puis Storch, qui deviendra plus tard Bausch & Lomb, a, pour des raisons que je ne vous dirai pas, proposé une machine équipée d'une pompe Venturi, puis fut suivie par Alcon. Les remontées des chirurgiens faisant état d'une dangerosité de la machine, les deux laboratoires ont développé ce qu'ils ont appelé, la high-speed cutting, high-speed vitrectomy, pour diminuer cette dangerosité. Et c'est vrai que ça marche. La high-speed cutting rend la pompe Venturi moins dangereuse. Malheureusement, cela diminue aussi l'efficacité puisque à haute fréquence de coupe, le vitré, normalement quand on veut couper du vitré, on aspire, le vitré qui est un liquide non newtonien se déplisse, est aspiré par le BSS et il rentre dans la porte et est coupé, il se rétracte immédiatement. Si vous coupez à toute vitesse, le vitré fait une trémulation comme ça, mais vous n'aspirez que le BSS autour de la pièce à main. Et on voit bien dans cet exemple, vous voyez là, je coupe à 8000 coups minutes et le vitré ne vient pas. Il ne va venir que lorsque je vais descendre à moins de 2000 coups minutes. Là, il a le temps de rentrer dans la pièce à main pour être coupé. En France, les deux systèmes ont cohabité pendant toute cette période, puisque toutes les machines européennes étaient équipées d'un contrôle du débit d'aspiration, mais les deux firmes américaines ont conservé une grande part du marché, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils étaient bons, parce que sur le plan du marketing, ils étaient excessivement puissants et efficaces. Deuxièmement, parce que en 1990, il était de bon ton de copier les Américains. Jean-Paul ne m'en voudra pas si je raconte une petite anecdote. Après avoir passé 2 ans avec moi pour apprendre mes techniques, il est allé voir Steve Charles à Memphis. Tu me coupes, Jean-Paul, si je dis une connerie. Et au bloc opératoire, Steve opérait avec toujours un micro devant la bouche pour pouvoir téléphoner pendant qu'il opérait. Et Steve lui demande, Jean-Paul, où est-ce que tu veux manger ce soir? Jean-Paul dit, où vous voulez. Je connais un restaurant à Miami qui est formidable. On mange de la viande formidable. Et donc, tout en opérant, il contacte la chambre de commerce en disant, préparez mon avion, mon Falcon, on va tracer une route vers Miami. J'y vais ce soir. Bon. Jean-Paul n'a pas été trop impressionné parce que son père avait lui-même un avion privé. Mais imaginez les universitaires socialisants français, comment ils pouvaient recevoir ça. Et donc, ils se sont mis à idolâtrer les Américains et notamment Steve Charles. Ils ont eu tort parce que Steve, en tant que consultant Alcon, avait défendu Urbi Urbi la pompe Venturi, dont vous savez que le IVRS ordiste dit sur 8000 cas envoyés par 100
180 chirurgiens, a prouvé grâce à une analyse multivariée réunissant tous ces paramètres qu'un malade opéré avec une machine équipée d'une pompe Venturi a 3 fois plus de risque de perdre son œil, et ceci hautement significatif, 0,006. Et d'ailleurs, l'INSEE, qui avait fait l'étude, avait montré que quand une vitrectomie est pratiquée, 2 sortes de combinaisons peuvent être individualisées. Les utilisateurs de contrôle du débit qui font plus volontiers une coupe lente, qui utilisent plus volontiers du gaz et font des indentations limitées, alors que les utilisateurs de la pompe Venturi utilisent plus volontiers une coupe rapide, et bien sûr c'est moins dangereux, et mettent plus volontiers du silicone avec un cerclage de 360. Et rétrospectivement, on peut considérer que ceux-là sont plutôt en biomicroscopie et ceux-là en ophtalmoscopie indirecte. Pour ma part, j'inventais avec Opticon en 1985 la pédale bilinéaire que vous utilisez maintenant, et je développais, tout au contraire des firmes américaines, un contrôle ultra précis et à très bas débit et très basse fréquence de coupe, permettant de couper à moins d'un coup à la seconde, parce que on n'avait plus peur de sa pièce à main. Le problème est là, c'est que il faut pas avoir peur de votre pièce à main. Ça marche comme un coiffeur qui a pas peur de ses ciseaux et qui va couper vos cheveux là où il le veut. Et c'est ce qui se passe ici, vous voyez, où j'engage exactement ce que je veux dans la bouche du vitréotome pour couper exactement ce que je veux. Mais pour ça, ça demande de travailler à des flots de 1,5, et à ce moment-là, je vais arrêter pour développer ça. Vous voyez que à la pompe, la pression est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que la pression intraoculaire va entraîner ce que les Américains appellent le natural outflow du BSS, c'est-à-dire que le BSS va avoir tendance à sortir de la tubulure. Et ce que fait la pompe à ce moment-là, la pompe à contrôle du débit, c'est qu'elle ralentit ce natural outflow, et si on mesure la pression à ce niveau, elle est positive. Et c'est pour ça que la Venturi peut pas faire ça, parce qu'une Venturi ne peut faire qu'une dépression, qu'une pression inférieure à la pression atmosphérique. Et donc, là, voyez, on est avec une pression de plus 30, de plus 40, et on engage, et c'est la seule façon que j'ai trouvée qui permettait de faire un vrai peeling du pôle postérieur et un shaving excessivement précis de la périphérie. Et voici donc cette technique que j'essayais d'enseigner, où, vous voyez, là on est à 1 cc et demi, on travaille avec une pression de plus 30, et on enlève, comme fait un coiffeur qui vous enlève les cheveux sans vous couper l'oreille, eh bien là on enlève le vitré sans aspirer la déchirure. J'ai publié ça, les 2 laboratoires américains m'en ont un peu voulu, mais c'est normal et je leur en veux absolument pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année et l'an prochain, ces firmes américaines vont sortir une machine équipée Alcon va sortir est en train de sortir d'une machine équipée d'un contrôle très précis du débit d'aspiration. Bausch & Lomb va le faire l'an prochain ou dans 2 ans. BVI va le faire l'an prochain. Donc, les gens vont pouvoir utiliser ce même système de coupe lente à très bas débit et donc améliorer leurs résultats opératoires. Au terme de cette étude de 50 années, vous voyez que nos différents choix ont conduit à ce que 2 philosophies émergent, la philosophie que j'appellerais du systématique et la philosophie du sur-mesure. Eh bien, commençons par la philosophie du sur-mesure que j'ai initiée, qui a été adoptée par les membres de la SCRV. Elle est exigeante. Elle demande de trouver par l'analyse sémiologique le traumatisme nécessaire suffisant minimum pour obtenir les meilleurs résultats anatomiques et fonctionnels.
Elle est basée donc sur une analyse opératoire, préopératoire, sémiologique et pathogénique, très précise de chaque décollement de rétine, pour en apprécier ses spécificités et anticiper les problèmes péropératoires qui peuvent survenir. Par exemple, vous voyez un exemple. Un petit décollement tout gentil, tout bête, tout simple, avec 5 déchirures, il y en a une qui est à plat là, où on peut dire, bah ça c'est gentil, on va faire une indentation qui va aller de là à là, et puis une bulle de gaz, et puis le tour est joué. Juste pour les jeunes qui sont là, il faut mettre du gaz dans les déchirures par traction. Je vous ai dit que Mireille avait 82% en 80 de résultats. Ça veut dire qu'elle avait 18% d'échecs. Et ces 18% d'échecs, la grande majorité était due à ce qu'on appelait les fish mouth, c'est-à-dire ce pli rétinien sur la pointe de la déchirure qui faisait communiquer les espaces antérieurs à l'indentation avec les espaces en arrière de l'indentation. Et du jour où on a mis c'est-à-dire 2 ans après, où on a mis du gaz, on est tombé à 4%, c'est-à-dire 4 à 5 fois moins d'échecs. Donc le gaz est vraiment fondamental. Donc revenons à notre cas. On peut dire voilà, on va mettre du gaz, on va faire une indentation. Mais l'appréciation des espaces, et notamment de l'espace sous-rétinien, même si on fait une ponction ici ou là, eh bien là, il y a 0,25 à 0,30 cc d'espace sous-rétinien. Ça veut dire, et quand on fait une indentation, disons, de 9h à 2h30, eh bien, on va monopoliser 3 cc et demi à 4 cc, c'est-à-dire qu'en fin d'indentation, l'œil sera dur et vous n'aurez même pas la place de mettre une bulle de gaz sans faire des gros problèmes. Et donc, simplement pour une question de place, eh bien, dans ce cas ultra simple, on peut être amené à faire une vitrectomie. Un autre exemple dont je parle sur ma chaîne. Voilà un malade fac que j'avais examiné avec le verre à 3 miroirs. Examen, elle avait une bonne dilatation, c'était un bel examen. J'ai vu 2 déchirures. Celle-ci qui est en arrière de cette palissade, donc rétro-basale, qui est à l'origine du décollement. Pourquoi? Parce que vous voyez cette ligne asymptotique par rapport à la base de vitrée qui montre que ça, c'est la déchirure initiale. Cette déchirure initiale, elle est sous-tendue par une corde vitréenne, par une traction vitréenne très active. Et comme il n'y a pas de décollement choroïdien, comme il n'y a pas de stade B, je sais que ce malade, il faut lui faire une indentation. J'ai pas le droit de lui faire une vitrectomie pour couper cette corde. Donc, je vais faire une indentation qui va aller au moins de là jusque là. Là, c'est une petite déchirure à 4 heures qui me semble beaucoup plus gentille. Il n'y a pas de traction sur ça, ou s'il y a une traction, elle est insignifiante. Et je sais qu'il y a un décollement postérieur du vitré qui est total, comme peut en témoigner cette paire de fesses inférieure, qui prouve que le vitré, même ici, est décollé complètement et qu'il n'y a pas de pli rétinien circonférentiel. Et je sais par ailleurs que lorsqu'on n'a pas fait de vitrectomie et qu'on fait une indentation dans une zone ici, on relâche la galette vitréenne et que donc cette relaxation de galette va relâcher une éventuelle microtraction qui pourrait se trouver à 4 heures. Donc, qu'est-ce que je planifie? Là, je vois qu'il y a à peu près 1,6 cc de liquide sous-rétinien, que si je fais une indentation de 12h30 à 2h ou 2h30, ça va monopoliser 0,2 cc de liquide intraoculaire, donc il va me rester 1,4 cc de libre, donc je pourrais mettre une belle bulle de gaz et placer le malade sur sa joue droite. L'intervention va me prendre à peu près entre 15 et 17 minutes, donc je peux programmer ce malade demain à 2h30. Je sais que le malade suivant, je pourrais le faire à 2h50.
Voilà comment je réagissais, comment je raisonnais sur un décollement de rétine, et voilà comment je pense qu'il faut raisonner si on veut faire une technique minimale spécifique à chaque décollement de rétine. Et puis, il faut maîtriser toutes ces techniques qui nécessitent de voir à la fois en extérieur et en intérieur. Il faut savoir faire ces indentations avec ces sutures spéciales dont je vous ai parlé, savoir faire une vitrectomie totale en enlevant les plaques de hyaloïde pour éviter une PVR post-opératoire. Du côté de la philosophie systématique, là, c'est beaucoup plus facile à acquérir. La pauvreté des détails sémiologiques fournis par l'ophtalmoscopie indirecte limite considérablement la recherche préopératoire. Le désamour pour l'indentation, que nous avons déjà vu, va limiter le choix thérapeutique entre la rétinopexie pneumatique et la vitrectomie. Alors, réglons tout de suite son cas à la rétinopexie pneumatique qui consiste, je vous le rappelle, principalement aux États-Unis, de traiter le malade au cabinet, en consultation, de faire, c'est des malades qui ont des déhiscences dans les 180 degrés supérieurs, on fait au cabinet une injection d'une bulle de gaz et le lendemain, on fait une PRP à travers la bulle des 180 degrés supérieurs. C'est concevable aux États-Unis parce que le prix d'une intervention est exorbitant et le temps qu'il faut passer pour faire cette indentation très important. Parce que dans les autres pays, franchement, le fait que le taux d'échec de la rétinopaxie pneumatique soit 3 fois plus fort qu'après une vitrectomie et 5,5 fois plus fort qu'après une indentation isolée fait que ce n'est pas acceptable. Et donc, on en arrive petit à petit à proposer systématiquement une vitrectomie. Il n'y a donc plus besoin de se péter les yeux à chercher tous ces petits détails qui permettent de comprendre l'évolutivité et la pathogénie du décollement, puisque de toute façon, la stratégie est déjà fixée. C'est ce qui se passe dans un bon nombre de CHU français, où le malade est vu par l'interne de deuxième année qui fait le diagnostic du décollement et qui le programme pour le lendemain. Et le lendemain, l'opérateur arrive, il n'a pas vu le malade, ce qui est déjà un petit peu critiquable sur le plan du Conseil de l'ordre, mais bon, et qui va découvrir en commençant une vitrectomie tous les détails qu'il aurait pu observer la veille de l'opération. Plus besoin d'anticiper les problèmes de place, puisqu'avec la vitrectomie, on a toute la place qu'il faut. Plus besoin d'apprendre à faire un repérage des déchirures et une indentation, toutes ces techniques qui nécessitent de maîtriser ce passage des vues externes aux vues internes. Pas besoin de savoir faire un drainage externe ou une cryothérapie. On aspire par la déchirure, on met un peu de perflux, on fait du laser et le tour est joué. Et en plus, tout ça, c'est fait avec le microscope, comme pour la cataracte. C'est-à-dire que le chirurgien presbyte n'aura pas des problèmes pour faire son indentation externe à l'œil nu. Et enfin, en cas d'échec, avoir opté pour une philosophie, pour une stratégie systématique, comme si on obéissait à des guidelines, va mettre l'opérateur, va enlever ce poids et cette responsabilité sur un opérateur qui, en cas d'échec, ne va plus se sentir coupable, puisqu'il aura obéi aux guidelines, comme si faire une vitrectomie était un geste aussi simple que d'enlever du visqueux de la chambre antérieure. Alors je vois certains jeunes qui me regardent en disant « Putain, il y va fort quand même du Cournot, là, il nous matraque. » C'est pas parce qu'une stratégie est plus simple et moins sophistiquée qu'elle est forcément moins bonne, et je suis d'accord avec vous. Eh bien, voyons les résultats de ces stratégies systématiques. Il y a une façon très simple de voir ces résultats. C'est d'examiner les études prospectives randomisées où le chirurgien va tirer au sort, juste avant l'opération,
la chirurgie systématique qu'il va faire, sans tenir compte de la sémiologie du malade. Donc, c'est ce que j'ai fait en janvier de cette année. Je suis allé sur PubMed, j'ai tapé Retinal Detachment, étude prospective randomisée. Il y a 83 études en janvier, il y en a peut-être 3 ou 4 de plus maintenant, je sais pas, qui sont sorties, et je les ai toutes analysées. Je tiens à vous dire que c'est une étude exhaustive. Il n'y a aucun malade que j'ai enlevé, aucune étude que j'ai enlevée parce qu'elle n'allait pas dans le sens de ce que j'allais vous dire. Il y a des études sur des détails techniques, il y a des études sur les traitements adjuvants, sur d'autres choses. Il y a 8 études qui comparent la vitrectomie systématique avec l'indentation systématique. La première, en 2005, est sur le pseudophaque et elle vante les avantages de la vitrectomie pour un temps opératoire diminué et une facilité à reconnaître les déchirures. Chez le pseudophaque, oui, je suis d'accord, ça c'est la critique de l'ophtalmoscopie indirecte. C'est vrai qu'avec une ophtalmoscopie indirecte chez le pseudophaque, on a du mal à voir les déchirures, oui. Mais le taux de réussite de la vitrectomie est exactement le même que celle de l'indentation isolée. En 2007, une étude sur les phaques et celle-ci sur phaque et pseudophaque montre exactement la même chose, égalité parfaite entre la vitrectomie et l'indentation avec 20% de problèmes de réapplication. Et puis, en décembre 2007, est sortie une étude formidable, le SPR Study. 45 chirurgiens de 25 centres de 5 pays ont mis 7 ans quand même pour faire l'étude. Ils ont opéré 681 patients en tirant au sort soit une indentation isolée, indentation faite à l'éponge de Linkoff ou avec des bandes circulaires, et donc des indentations avec un effet constricteur, une force centripète avec cryo, drainage et gaz, sans vitrectomie, soit une vitrectomie à 3 portes avec ou sans perflux, SF6, R ou une autre endotamponnade, avec du perflux si l'on voulait, des rétinotomies pour faire le drainage interne, et le chirurgien pouvait, selon son propre jugement, faire une indentation additionnelle. Donc, vous voyez, les choses sont claires et nettes. La seule chose qui n'est pas spécifiée, c'est la technique de vitrectomie utilisée, mais si l'on voit les orateurs comme Bart Spitz, Susan Binder, Alain Godric, Frank Kor, Kirchhoff, David Wong, vous voyez, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bart Spitz, il y avait Hyman. Tout ça, c'est des consultants Alcon. Donc, si vous voulez, c'est pas des vitrectomies en contrôle du débit. C'est des vitrectomies qu'on pourrait dire à l'américaine, hein, avec high speed et tout ce qui s'ensuit. Les 681 décollements n'étaient pas des décollements simples, représentant pour les auteurs 50% des décollements, avec des décollements assez localisés, avec une ou deux ou trois déchirures. Pourquoi? Parce que tous ces décollements étaient traités dans leur service, et on retrouve des exemples de ces décollements essayés, ceux que vous avez eu à juger, étaient traités dans leur service, que le malade soit phaque ou pseudophaque. Ils étaient traités par des indentations isolées. Ça, c'est une pierre dans votre jardin. Ce n'était pas non plus des décollements compliqués, 20% des décollements de l'ensemble, de stade B, C, des déchirures géantes, des déchirures du pôle postérieur, parce que ces décollements, dans leur service, étaient traités par indentation.
Mais entre ces décollements simples traités par par vitrectomie, je veux dire les compliqués, entre ces décollements simples traités par indentation et ces décollements compliqués traités par vitrectomie, ils se disaient, il y a des décollements, on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'ils ont appelé les décollements de moyenne complexité, avec des déchirures de 1 à 2 heures. Donc, vous voyez ce que nous, on appelle des déchirures larges. Hein. 2 heures, c'est quand même une sacrée déchirure. Des déchirures multiples, des décollements bulleux, des extensions postérieures des déchirures marquées par des tractions très importantes. Bref, des cas comme ça, où là, vraiment, ils ne savaient pas s'il fallait proposer une vitrectomie ou une indentation. Et moi, je peux les comprendre. Hein. Moi, personnellement, et Dieu sait, vous allez le voir, je suis pas un promoteur de la vitrectomie, mais dans un cas comme ça, je sais que faire une indentation en croix, ça marche pas bien. Il y a des plis qui marchent pas bien. Là, faire une indentation circulaire dans une déchirure aussi postérieure que ça, c'est pas facile du tout. Et là, donc, ils voulaient savoir, et donc, je suis sûr que même dans cette salle, beaucoup n'hésiteraient pas à faire une vitrectomie dans ces cas-là. Ils ont hélas ajouté à leur cas les cas où ils n'avaient pas trouvé de façon sûre les déchirures en préopératoire. Ce sont majoritairement des décollements du pseudophaque avec une ossification de la capsule postérieure. Et si je dis hélas, c'est parce que chez ces pseudophaques, la vitrectomie est avant tout un moyen diagnostique pour voir les déchirures et ne peut difficilement être comparée à l'indentation en tant que moyen thérapeutique. Bref, quels furent les résultats? L'amélioration visuelle est statistiquement meilleure pour le groupe indentation seul, surtout chez le FAC. Vous voyez, P égale 0, où est-ce qu'il est le P? P égale 0,0005, donc c'est hautement significatif. La progression de l'âge cataracte est bien sûr plus importante dans le groupe de vitrectomie, ça tout le monde s'en doute. Chez le FAC, le taux de réapplication de première intention est exactement le même dans le groupe indentation par rapport au groupe vitrectomie. Voyez. Et quand même, il faut noter qu'il y a 37% de non-réapplication primaire. Putain, c'est vachement haut, ça. C'est important. C'est même exceptionnellement haut. Chez le pseudophaque, avantage à la vitrectomie, lié surtout au fait que dans ces cas où on ne voit pas les déchirures en préopératoire, qui nécessitent donc une vitrectomie à but diagnostique, faire une indentation sans voir les déchirures, c'est quand même un peu hasardeux. Enfin, le taux de redétachement, de récidive, est le même dans les deux cas, allant de 20 à 40% selon les sous-groupes, sans différence significative. Donc, vous voyez, une étude excessivement intéressante, d'autant plus que tous les 2 ans, ils ont sorti 3 rapports additionnels. Le premier sur le rôle du chirurgien, il est apparu que la dextérité des chirurgiens n'apparaît que pour les résultats fonctionnels chez le FAC. Pour les résultats anatomiques ou les résultats chez le pseudophaque, il n'y a aucune importance. Le deuxième rapport étudie les facteurs qui influencent le risque de réopération. On retrouve l'hypotonie, la taille des déchirures, le nombre de cadrans et l'incarcération, ainsi que si les déchirures sont pas parfaitement au contact de l'indentation, il faut reconnaître que sans la lampe à fente, c'est difficile de savoir si la déchirure est parfaitement au contact de l'indentation. Enfin, en 2013, sur le risque d'échec anatomique, on découvre que le nombre de déchirures, leur taille, déchirures de stade B, a une importance. C'est bizarre, ça. Les détails sémiologiques peuvent avoir une importance sur le taux de réapplication finale. C'est une découverte. Il fallait quand même attendre 2013 pour s'en rendre compte. Hein. Je me moque, excusez-moi.
À noter que l'absence de drainage est un facteur de risque vis-à-vis de l'échec. Ces résultats furent parfaitement confirmés par deux grosses méta-analyses, l'une de 1200 cas qui regroupe toutes les études randomisées qui confirment le SPR study, une autre sur près de 16 000 cas qui montre une égalité parfaite en termes de résultats anatomiques et une supériorité en acuité visuelle dans le groupe indentation isolée. Trois grosses études rétrospectives supérieures à 500 cas montrent la même chose, excepté celle-là dans le British Journal, qui montre que le taux d'échec est supérieur dans le groupe indentation. Oui. Elle trouve des personnes assez critiquables. Alors qu'elle fait référence, il y a quand même de nombreux biais. Elle montre des éléments, mais quand on voit les taux de récidive, la disparité des cas cliniques qui sont traités, les opérateurs où on n'a pas les détails, la machine, c'est quand même assez impressionnant d'avoir une étude qui fait référence, alors que on pourrait très largement la critiquer sur plein de points. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais en parler tout à l'heure. Simplement, elle montre que lorsque l'on fait une indentation circulaire élastique et lorsque l'on fait en face une vitrectomie à l'américaine, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Si tu fais autrement, on n'en sait rien. Mais c'est déjà un sacré pas en avant parce que moi, je suis désolé, je pouvais attendre raisonnablement que la vitrectomie donne des résultats bien meilleurs, surtout selon la gravité des cas que je vous ai montrés. Et je pense que tous ici, on pourrait attendre ça. Eh bien non. Il existe une dernière étude randomisée, mais cette fois qui compare l'indentation à l'association indentation plus vitrectomie. Pas de différence significative, si ce n'est un plus grand nombre de complications lorsque la vitrectomie est ajoutée à l'indentation. Une méta-analyse de plus de 7000 cas confirme cette absence de différence pour les réapplications primaires, mais trouve un meilleur succès final avec l'indentation isolée, de même qu'un taux plus bas d'œdème maculaire. Alors, quels enseignements on peut tirer de toutes ces études que je viens de vous montrer? J'en vois 4. Le premier, par rapport à l'indentation systématique que l'on faisait il y a 50 ans, parce que je vous rappelle qu'il y a 50 ans, on n'avait aucun autre moyen pour traiter un décollement de rétine que de faire une indentation. On n'avait pas le choix. Indentation systématique que personne ici ne pourrait défendre la stratégie puisque on connaît tellement les cas où il faut ajouter une vitrectomie pour donner des chances aux malades. Par rapport donc à cette indentation rudimentaire et archaïque à l'éponge, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Que la vitrectomie systématique, vitrectomie moderne, avec trocar, avec mini-coach, avec high-speed, avec double coupe, avec perflux, toute cette chose incroyablement sophistiquée, eh bien, elle fait pas mieux, elle fait même moins bien. Et notamment sur le plan visuel, ça, tout le monde en parle. C'est quand même un peu pitoyable, hein. Alors que même que dans les cas que je vous ai présentés, on se dit que la vitrectomie aurait apporté des trucs dans un cas où ici ou là. Oh ben non, là il faut faire une vitrectomie. Eh bien non, ça fait moins bien. Alors, pourquoi l'indentation est considérée par certains de nos jeunes collègues comme faisant partie du passé? Pourquoi l'indentation n'est plus enseignée dans les CHU? Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu, c'est qu'une vitrectomie associée à une indentation
fait moins bien que l'indentation tout seul. Ça veut dire que la vitrectomie en elle-même vient plomber les résultats de l'indentation en apportant des complications qu'elle charrie avec elle. Qu'est-ce que c'est, ces complications? Premièrement, on l'a vu, il y a une moins bonne acuité visuelle finale. Et Andrei nous avait présenté, il y a 2 ans, souvenez-vous, cette statistique du Canada qui montrait que le fait de mettre du perfluorocarbone diminue de moitié la vision post-opératoire finale. De moitié. Et engendre infiniment plus d'OMC par rapport à si vous aspirez le liquide par la déchirure. Alors, je vous en supplie, sauf bien sûr les déchirures géantes où on peut être amené à mettre du perflu, mais ne mettez plus de perflu dans vos vitrectomies. Vous savez que vous condamnez vos malades à voir 2 fois moins bien. Elle provoque des déchirures iatrogènes. Il y a des publications dans la chirurgie maculaire qui montrent qu'il y a 6% de déchirures iatrogènes. La moitié, 3%, sont situées autour des trocars, sont dues à des incarcérations de vitrés qui se coincent dans le trocar. L'autre moitié sont situées au niveau de la base du vitré lors de la constitution du DPV. Dans le décollement, il n'y a pas de publication, mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y aurait moins de déchirures autour des trocars. Et franchement, faire un DPV dans une rétine décollée, c'est plus difficile que sur une rétine qui est collée. Moi, personnellement, je trouve qu'avec une pompe Venturi, c'est pour ainsi dire pas possible. On est obligé de faire un shaving, mais avec une contrôle du débit, c'est parfois bien compliqué. Or, le IVRSRD Study nous a montré que le fait de faire un peeling, eh bien, entraîne infiniment moins d'échecs que le fait de ne pas faire de peeling. Alors, juste un truc pour les jeunes. Moi, je vous donne ma technique que je faisais à l'époque quand j'étais jeune pour faire du peeling. Je faisais une dépression sclérale avec un crochet à strabisme pour étaler ma rétine sur l'indentation sclérale. Et lorsque la rétine était ventousée comme ça par mon crochet, je venais déshabiller la rétine de la hyaloïde adhérente. Seul problème, c'est que si ces plaques de hyaloïde sont rétro-équatoriales, moi, dans mon expérience, désolé de vous décevoir, mais il faut faire une désinsertion conjonctivale. Désincarcération vitréo-rétinienne, dont Alexandre va vous parler plus avant dans quelques instants. Là aussi, sur la chirurgie maculaire, il y a des études publiées. Celle-ci en 2010, qui montre que le taux d'incarcération est de 20% en 20 gauche, 30% en 23 gauche et 70% en 25 gauche. Celle-ci, en 2017, compare de voir s'il y a plus ou moins d'incarcération, si les trocars sont valvés ou non. Et c'est exactement le même nombre. Celle-ci, enfin, en 1921, montre que le taux d'incarcération est plus bas s'il n'y a pas de trocar et si l'on suture la sclérotomie, ce qui peut expliquer pourquoi les interventions en 20 gauche présentent moins d'incarcération, c'est parce qu'on a l'habitude de suturer en 20 gauche. Mais aucune étude ne fait état du taux d'incarcération dans le décollement de rétine. Il y a par contre une étude expérimentale prospective randomisée chez le porc, c'est 118 yeux de porc, où il est montré que le fait d'insérer une canule non trouée dans le trocar avant de l'enlever fait passer le taux d'incarcération, fait passer le taux d'incarcération de 52 à 19%. Ce qui signifie que ces nouveaux vitréotomes à double coupe ou à l'arrêt, la bouche est toujours ouverte, eh bien, augmente le taux d'incarcération dans la sclérotomie.
Ma deuxième remarque est un étonnement. Enfin quoi, cette étude bibliographique que j'ai faite en 2 jours, vous pouvez la faire demain ou après-demain, lundi, vous allez sur Internet, vous marquez étude randomisée décollement de rétine, et boum, vous aurez les 83 articles comme ça. C'est pas du Cournot, j'y ai rien à voir là-dedans. C'est la science. Hein. Et ça, je me souviens à la SFO du temps, dans les temps antiques où j'y allais, voir des universitaires qui descendaient littéralement des présentations parce qu'elles n'étaient pas faites, elles n'étaient pas randomisées. C'est vrai qu'en privé, c'est difficile de faire des indentations, des études randomisées. Donc ces professeurs-là, les rois de l'étude randomisée, ils ont fait cette étude, forcément. C'est quand même l'écollement de rétine, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc ils sont au courant de tout ce que je viens de vous dire. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des vitrectomies comme s'ils ne savaient pas ? Pourquoi, dans un cas simple de stade A comme ça, on va faire une vitrectomie avec une machine équipée d'une pompe Venturi, dont on sait qu'il y a 3 fois plus d'yeux aveugles, on va travailler à 20 000 coups minutes parce que c'est la mode et parce que on sait très bien qu'on ne fera qu'un shaving très approximatif, et puis pour drainer, on va mettre du perflu, dont on sait que ça diminue la vision finale de 50%, et puis comme on est en double coupe, on va sortir avec la bouche ouverte, comme ça on augmente le taux d'incarcération, mais tout ça, c'est pas grave, puisqu'on sait très bien que le décollement, c'est une maladie compliquée. Et puis, le malade va sortir avec une conjonctive blanche. Et puis, surtout, on a le syndrome PMPP. Pour moi, pas de problème. Sur cet autre malade, un peu plus grave, de stade B, vous voyez, on programmera une vitrectomie transconjonctivale à 20 000 coups minutes en utilisant la double coupe, dont je mets ici au défi quiconque chirurgien ou industrie de me dire quel est l'avantage en contrôle du débit. Il n'y en a pas. Il n'y a que des inconvénients. Et comme on aura peut-être besoin de sa main gauche pour enlever une plaque de hyaloïde adhérente, eh bien, on va mettre un chandelier ici ou 2 chandeliers ici, histoire d'augmenter un peu le risque d'incarcération. Et puis, on mettra du perflu, on terminera par du gaz, ou au moins qu'on mette du silicone. Mais tout ça, c'est pas grave, puisque la conjonctive sera blanche. Et puis, après tout, on a le syndrome EMMPB. Entre mes mains, pas de problème. Triste évolution de la médecine où la satisfaction instantanée du malade passe avant la qualité chirurgicale. Ma troisième remarque, c'est que, vu la pauvreté des résultats, 37% de non-réapplication, entre 20 et 40% de récidive, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que une indication systématique ne convient pas au décollement de rétine. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, moi, ça me fait le même effet que dans le passé où on n'avait pas de sophistication sémiologique ni de sophistication dans la technique chirurgicale. Là, pourquoi ça marche pas ? Parce que le décollement, c'est une maladie complexe et multiple. Il y a les décollements par trou, il y a les décollements par du FAC et du pseudo-FAC, les décollements par dialyse, les décollements par petites déchirures moyennes, grandes, géantes, du pôle postérieur, avec des PV, avec des PV incomplets, avec des PV complets. Il y a 30, 40 formes de décollement de rétine différents. Et on voudrait traiter tout ça avec la même technique. Qu'est-ce qu'on fait dans le glaucome ? On fait le même traitement pour le glaucome néovasculaire, glaucome chronique, le glaucome aigu ou le glaucome par intumescence. Alors vous allez me dire, et c'est ma 4e remarque, comment savoir ce qu'il faut faire pour chacun de ces 40 sortes de décollements différents ? C'est une bonne remarque, mais ça, je peux pas vous répondre.
Ce qu'on sait, c'est que ça passera pas par une étude prospective randomisée, parce que vous avez vu, il faut 7 ans pour faire, en fonction, comme tu disais, de tout un groupe de décollements différents. Si l'on veut analyser pour chacun de ces décollements de rétine, ça va mettre un siècle. Donc, on sait que ça passe pas par des études randomisées. Donc, il faut forcément faire appel à des études rétrospectives comme on a fait cette année. Seul problème, c'est qu'une étude rétrospective, est suspect de tricherie. Chacun de vous peut ne pas envoyer tel cas parce qu'il a un petit peu honte des résultats qu'il a eus. C'est un vrai problème. Mais l'INSEE, qui m'avait aidé pour le Hardy Study, m'avait dit qu'ils étaient au courant de tout ça. Les statisticiens, ils connaissent ça, les data analysts. Et ils disent, il y a 2 conditions. Premièrement, il ne faut jamais tenir compte du résultat brut d'une technique A et du résultat brut d'une technique B. Parce que ces résultats peuvent être faussés par les tricheries individuelles. Il faut toujours comparer 2 techniques. Deuxièmement, il faut que dans chacun des groupes A et B, il y ait suffisamment d'opérateurs pour que statistiquement on sache que le taux de ceux qui vont tricher dans la technique A est à peu près le même que le taux que ceux qui vont tricher dans la technique B. Moyennant quoi, à ce moment-là, les résultats sont crédibles. C'est ce que j'ai fait donc en 2012 avec le Hardy Study, donc 8000 cas, 180 chirurgiens de 48 pays. Tout est publié dans Ophthalmology, donc excusez du peu. Et vous avez ici les variables que l'on avait utilisées. Vous voyez qu'il y en avait pas mal. L'INSEE avait fait individualiser 2 échecs. Les vrais échecs en rouge, qui sont les cas où l'on baisse les bras, on sait qu'il n'y a plus rien à faire, et les faux échecs, mais qui sont des échecs quand même en orange, qui sont les cas où l'on n'a pas enlevé le silicone au bout de 6 mois, parce que le malade est guéri, il est parfait. Il y a juste un petit décollement inférieur, mais c'est parfait. Bon, c'est un échec. Hein. Bon, si on peut pas enlever le silicone, c'est un échec. Alors, il y a des variables qui sont indépendamment liées au risque d'échec. À signaler que le malade soit FAC ou pseudo-FAC, il n'y a aucune raison de changer. Les résultats sont exactement les mêmes. Vous voyez, il y a même des cas où les pseudo-FAC font moins d'échecs que les FAC. Très rapidement, tout est écrit dans ma chaîne YouTube. Hein. Dans les décollements de stade 0 ou A, dus à des trous ou des déchirures de taille normale, il vaut mieux de pas faire de vitrectomie. Mais là, c'est pas statistiquement significatif. Par contre, si on compare ne pas faire de vitrectomie avec faire une vitrectomie avec une pompe Venturi, là, c'est statistiquement significatif. Et si l'on regarde les mêmes critères que le SPR Study, c'est-à-dire le buckling, l'indentation seule face à la vitrectomie plus ou moins indentation, eh bien là, c'est statistiquement significatif. Donc, dans les stades 0A, et voyez, on avait même pu enlever les décollements choroïdiens et les hypotonies. Donc, c'est l'avantage de faire ces études sur des très grands nombres, c'est on peut affiner et ça répond à ta remarque, Chérif, que tu as fait tout à l'heure. Si le décollement est lié non pas à un trou mais à une déchirure, il vaut mieux pas faire cryogaz. Si le décollement de stade B, il vaut mieux faire une vitrectomie, là encore c'est significatif, surtout si on peut enlever la hyalite postérieure. Si c'est un stade C1, eh bien le fait de faire une vitrectomie avec une machine à contrôle des débits est meilleur que tout le reste. Dans ces cas, il vaut mieux mettre du gaz que du silicone. Dans le décollement choroïdien, il faut faire une vitrectomie, de même que dans les déchirures géantes. Donc, au final, on obtenait cette étude pour la première fois au monde, ce schéma stratégique, où l'on peut affirmer qu'en dans les décollements de stade 0 ou A, qui représentent quand même 78% de l'ensemble, si on exclut les cas où il y a un décollement choroïdien et les cas où il y a
trous maculaires et des déchirures larges ou géantes, eh bien, non seulement la vitrectomie n'apporte rien de plus que l'indentation, mais c'est l'indentation qui apporte plus que la vitrectomie. Il vaut mieux faire une indentation qu'une vitrectomie. Alors, si vous voulez bien, on va aller un peu plus loin dans cette philosophie du sur-mesure, en tenant compte, cette fois-ci, en plus des détails que je vous ai dit sur la technique d'indentation avec ces sutures spéciales et cette vitrectomie à basse fréquence de coupe et à bas débit. Voici la stratégie que je présentais en 1997. J'éliminais tout d'abord les cas où, quels que soient les signes cliniques du malade, on va faire une vitrectomie. C'est les hémorragies du vitré, les opacités capsulaires, les troubles infectieux, les luxations du cristallin dans le vitré, les décollements par traction, par perforation. En dehors de ces cas, la stratégie était toujours fixée en fonction de la séméologie, du stade de PVR et du type de déhiscence. Et pour ça, j'étudiais 5000 décollements successifs, de première ou non, de première intention ou non, où là aussi, échec signifie je baisse les bras ou je mets du silicone. Et vous voyez que je considérais en fonction du stade 0, du stade A, B et C1, et que les chiffres, ça vaut dire quelque chose, puisque là on est à 0,24, là on est à 1,26, en B on est à 7%, et en C on est à 16%, donc vous voyez des chiffres complètement différents d'un groupe à l'autre. Et en effet, il paraît inconvenant de confondre une dialyse avec une déchirure géante, même si la taille de l'ouverture est la même, parce que là, le risque d'échec va de 1 à 30. Alors très rapidement, les décollements de stade 0 tout d'abord. Vous avez ici les différents les déchirures les déhiscences qui le produisent. Mis à part les décollements par trou maculaire et 2 exceptionnels décollements que vous verrez très peu, eh bien vous voyez que j'ai fait 2% de vitrectomie. 2% en tout et pour tout, en éliminant donc les trous maculaires sur ces 766 décollements de stade 0. J'ai eu un échec, c'est un malade qui a refusé de se faire réopérer. Et c'est ce qui explique que, à l'époque, je disais que opérer un trou de stade 0, c'est moins grave qu'une cataracte. Un trou de stade 0, ça ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire de PVR post-op, qui est notre unique façon d'avoir des échecs. Et alors, vous allez dire, ouais, ok, Ducournau, peut-être que tu triches. Voici 2 études. J'ai trouvé que 2 études dans la littérature qui étudient les risques, les résultats en fonction des détails cliniques. Et par chance, ce détail clinique, c'est l'absence de DPV. Cette première étude, 88 cas, bon, c'est pas énorme, dit qu'il faut faire une indentation isolée. Cette deuxième étude, plus importante, 244 cas, trouve qu'avec une indentation isolée, ils ont 91,1% de réussite, et qu'avec une deuxième chirurgie, ils ont 100% de réussite. Donc, très exactement la même chose que je publie. Et d'ailleurs, si vous regardez, la première étude dit que opérer un malade sans déterminer préalablement le statut vitréen est une faute, et je le crois volontiers. Avis aux universitaires qui le font. Voici un jeune garçon de 9 ans qui présentait un décollement de stade 0. Décollement à progression lente, comme peut en témoigner toutes ces lignes de progression. C'est en fait un décollement par microdialyse idiopathique en temporale inférieure. Et l'opérateur ou l'opératrice, qui était italienne, qui est une femme très connue, très réputée, elle n'a pas vu
les lignes de progression, elle n'a pas vu les dialyses parce qu'elle examinait le malade en ophtalmoscopie indirecte et elle connaissait pas bien sa sémiologie. Alors vous la voyez qui essaye de faire un DPV. Justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de DPV dans ces décollements de stade 0 que ces malades ne peuvent pas s'aggraver. Le pigment ne peut pas passer dans la cavité vitréenne. Alors elle essaye donc, c'est une chirurgie qui dure 2 heures et demie, hein, je l'ai coupé énormément bien sûr, elle essaye d'enlever à la pince, au vitréotome, d'enlever la hyaloïde, puis comme elle n'y arrive pas, elle veut faire un cerclage au laser, mais pour ça la rétine est décollée, alors elle va mettre du perflux, puis comme le vitré bouche un peu la déhiscence, la dialyse, le liquide s'évacue pas bien, donc elle va faire une rétinotomie inférieure pour aspirer le liquide sous-rétinien. Bref, ça va se terminer en silicone. Et voici un gamin de 9 ans qui va se terminer avec une cataracte, qui va avoir une acuité visuelle inférieure à 1/10. Tout ça parce qu'une opératrice italienne, elle connaît pas sa sémiologie. Et qu'elle n'a pas examiné, elle n'a pas mis le verre à 3 miroirs pour voir qu'il y avait une dialyse. Merde, c'est pas rien ça. Pour moi, c'est une faute grave. Et si, je sais pas, l'un de vous fait ça à un de mes gamins, eh bien, j'irai le voir pour lui casser la gueule. Pas vous, parce que vous êtes plus costaud que moi, mais les maigres, oui, je viendrai leur casser la gueule. C'est inadmissible, c'est une faute médicale, c'est un manque de chance. Très rapidement, le stade A, là vous avez la répartition. Alors là, j'avais des indications plus larges, déchirure du pôle postérieur, déchirure géante, les grosses déchirures rétrobasales. J'avais surtout un cas intéressant, c'est ces cas où vous avez une cumulation de petits détails cliniques comme un gros tyndale pigmentaire, un tout petit décollement choroïdien, mais une déchirure pas très grosse, mais rétrobasale quand même, où les trois mis bout à bout, vous font dire, allez, je vais faire une vitrectomie quand même. Hein. Individuellement, aucun ne vous aurait incité à faire la vitrectomie. Et vous voyez qu'on retrouve un bon nombre de ces malades que le SPR Study a mis dans les medium complexity. J'ai fait 13% de vitrectomie, 13% en comptant les réinterventions, 13% de vitrectomie, et j'ai eu 1,7% d'échecs ou d'injection de silicone. Si l'on ajoute avec les décollements de stade 0, pour avoir les 78% de tous les décollements de rétine, ça fait 1,3% d'échecs. Comprenez que ces chiffres soient imprésentables et que c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai jamais réussi à convaincre. Alors, pour terminer, on va résumer en réunissant tout ce que ces études peuvent avoir, le SPR Study, l'IVRSRD Study et ma stratégie peuvent avoir en commun. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon sûre? Eh bien, pour reprendre ce que je te disais, c'est-à-dire que si vous faites des indentations avec une éponge de Linkoff, avec des rails maintenus par des sangles, et si vous faites des vitrectomies à l'américaine avec tout ce qu'on a vu, eh bien, ce qu'on est sûr, c'est que il faut pas faire de systématique. Parce que là, ces chiffres sont vraiment imprésentables. Et dans ces cas-là, le pire, c'est la vitrectomie systématique. Et un peu moins pire, mais franchement, je vois personne ici qui puisse défendre cette philosophie, c'est de faire une indentation systématique. Parce que franchement, ça n'a plus de mise. Bien meilleur, comme l'a montré le IVRSRD Study et le SPR Study, et de façon statistiquement significative, est de considérer la sémiologie pour ne réserver la vitrectomie qu'au cas qu'il le nécessite absolument. Ce qui veut dire pour ne plomber
l'œil de toutes les complications de la vitrectomie que les yeux qui le nécessitent absolument. Ça, c'est le concept important à garder en mémoire. Un petit rappel, donc, le décollement stade 0, pas question de faire une vitrectomie que l'œil soit phaque ou pseudophaque. Pareil pour les décollements de stade A, où que ça soit phaque ou pseudophaque, il faut faire une indentation. Dans les décollements graves, déchirure géante, décollement du pôle postérieur ou stade B, il faut faire une vitrectomie. Et puis, alors là, on est dans les cas intermédiaires où le SPR Study, là, je suis un peu différent en attitude que le SPR Study. Eux, ils vous disent que ça, si c'est des phaques, il faut faire une indentation. Si c'est des pseudophaques, il faut faire une vitrectomie. Moi, je pense que tout doit être analysé cas par cas et que j'avais les mêmes résultats chez le phaque que le pseudophaque. Pourquoi? Et ça, c'est un petit secret que je vais vous donner. Parce que le pseudophaque, souvent, on est gêné, on voit pas bien la périphérie. Et si on choisit la vitrectomie, c'est qu'on n'est jamais sûr d'avoir tout vu. Parce qu'on était gêné par la capsule, on n'était pas sûr d'avoir vu tous ces micro-détails. Et je peux le comprendre. Eh bien, j'utilisais le pamphondoscope de Rodenstock. Le pamphondoscope, ça vous donne une vision périphérique qui est pas aussi bonne que le verre à 3 miroirs. Le verre à 3 miroirs, il n'y a rien de mieux. Le verre à 3 miroirs, quand vous regardez le matin dans votre glace pour vous raser, vous avez aucune perdition, aucune perte de pouvoir séparateur. Vous y voyez exactement comme s'il y avait une personne en face de vous. Si vous regardez un miroir de sorcière, une lentille grand champ, vous allez avoir une perte optique et c'est normal. Ça, c'est des lois physiques de l'optique. Et donc, ce pamphondoscope me donnait pas une vision aussi nette que le verre à 3 miroirs, mais bien supérieure à la quadra sphérique, bien supérieure à la superfile, bien supérieure à la Volk et bien supérieure à toutes les autres. Et c'est pour ça que j'avais la même conviction d'avoir tout vu avec le pamphondoscope qu'avec le verre à 3 miroirs chez le phaque. Maintenant, si vous tenez compte, comme on vient de le voir, de la sémiologie, et qu'en plus, pour vos vitrectomies, vous utilisez une machine avec le contrôle du débit, vous aurez 3 fois moins d'échecs dans vos vitrectomies, et donc vous aurez monté encore une gamme. Là, vous voyez que j'ai pas mis le SPR Study là-dedans parce qu'il l'avait pas étudié. Par contre, donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est des vérités statistiques. C'est-à-dire que si vous les croyez pas, c'est que vous n'êtes pas un scientifique. Par contre, mes techniques, l'impact que peuvent avoir ces techniques sur la qualité des sutures, sur le travail à bas débit et à basse fréquence de coupe, ça, je peux pas vous le prouver. Parce que ça n'a jamais été prouvé. Pourquoi? Parce que on n'est pas suffisamment à avoir adopté cette façon de faire pour pouvoir le mettre dans un tableau Excel. Il y aurait trop de biais statistiques. Mais je vais vous demander de me croire quand même, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai 74 ans. Ça fait 9 ans que j'ai pas touché un malade. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que je vous mente. Qu'est-ce que je pourrais en avoir à faire, hein? Deuxièmement, c'est parce qu'il y a dans cette salle des opérateurs qui, depuis 2 ans, m'envoient sur WhatsApp ou sur Reddit, m'envoient des cas en mettant des photos, en mettant des vidéos, et me demandent quelle stratégie je devrais adopter. Ils devraient adopter. Et je leur réponds à tous, bien sûr. Et depuis qu'ils font ça, ils ont 5 fois moins d'échecs que lorsqu'ils faisaient des vitrectomies systématiques. 5 fois moins d'échecs. Et bien que ce soit pas des noms que vous allez voir dans les revues, dans les congrès internationaux, sont pas des professeurs sponsorisés par l'industrie, eh bien, ils ont des résultats à la fin qui sont meilleurs qu'eux. Enfin, il y a Jean-Paul Amar qui fait exactement
comme je fais qui a les mêmes résultats et même qui m'a appris des techniques comme de faire la cryo en péropératoire en cours de vitrectomie pour aspirer le pitement qui sort. Et puis il y a Guy Lelgouache qui peut témoigner de la même chose. Et puis il y a Alexandre qui peuvent dire que c'est pas du bluff. Alors voilà donc la fierté de ces 40 années de recherche et ma honte de ne pas avoir réussi à vous convaincre. Je pense quand même que cette sortie de ces machines d'Alcon, de BVI, de Bausch & Lomb va permettre aux gens de comprendre ce que j'ai voulu leur enseigner pendant toutes ces années. Mais encore faut-il qu'ils se mettent à l'examen à la lampe à fente. Et ça, c'est pas gagné, hein. Et puis, j'ai une autre source un autre espoir, c'est que un Américain très brillant, Nakul Singh, qui a vu mes vidéos sur YouTube par hasard, il est tombé dessus, il se posait des questions, mais je suis pas content de l'ophtalmoscopie indirecte, etc. Et puis, il a trouvé ça formidable et il a décidé de s'y mettre et il a l'ambition de convaincre ses collègues américains pour rattraper le temps qu'ils ont perdu avec l'ophtalmoscopie indirecte. Et Nakul Singh nous fait le grand honneur pour la SRV. Je représente plus la SRV, mais c'est un immense honneur pour la SRV que Nakul Singh soit venu spécialement pour ce congrès. Et Nakul, je te souhaite toute la force de conviction, l'ardeur pour convaincre tes collègues. Je pense que tu as des chances d'y arriver. Pourquoi? Parce que tu es américain, hein, et que tu parles la même langue, et que en plus, tu es beaucoup plus intelligent que moi, et tu vas avoir cette force. Et si jamais tu y arrives, tu pourrais enfin diminuer cette honte que j'ai en moi de ne pas avoir réussi à convaincre mes collègues. Alors voilà, je terminerai en prononçant juste quelques paroles que certains vont considérer comme trop moralistes ou religieuses. Faites cet effort d'apprendre la sémiologie rétinienne et d'adapter votre stratégie à cette sémiologie. Vous serez récompensé. Payez-vous ce luxe. Imaginez ce que c'est que d'avoir en face de soi un malade et vous allez lui proposer une stratégie, vous avez les techniques que vous allez lui proposer que personne d'autre au monde ne pourra faire mieux. Ça vous rend d'une fierté incommensurable. Je peux vous le dire, je l'ai vécu pendant très longtemps. Faites cet effort. Merci de votre attention. Vous avez peut-être, on est bon. Ouais, on a une demi-heure devant nous. Vous avez probablement des questions. Merci Didier pour cette super présentation rétrospective. Alors, n'aie pas honte de l'ensemble de ta carrière et de ton enseignement, parce que je pense que ça a diffusé pas mal quand même à travers l'Europe et même au-delà de l'Atlantique. C'est vrai, quand on rencontre les jeunes collègues, souvent ils sont un peu embêtés parce qu'en fait ils savent pas faire la cryodentation. Et parfois même ils s'installent sans savoir faire la cryodentation. Donc ils se retrouvent confrontés à des cas, ils ont le choix, soit ils l'envoient, qui peut être une bonne option, soit ils se retrouvent à faire une vitrectomie alors qu'ils pourraient faire une cryodentation. Comment tu expliques que ça s'est perdu au fil des années, l'enseignement de la cryodentation? Et c'est vrai qu'il y a certains professeurs d'université qui enseignent dans les DU et qui leur disent que la cryodentation est d'un autre temps, quoi. Oui. Mais je crois que tu as répondu à la question. C'est que
je suis un peu attristé de voir que ces professeurs dont tu parles et qui ont fait les mêmes études bibliographiques que ce que j'ai fait, allez, ils n'ont pas appris eux-mêmes, ils n'ont pas cherché à apprendre. Pour eux, faire une indentation, ça va prendre du temps, peut-être plus que faire une vitrectomie, et que le temps c'est de l'argent. Alors à l'hôpital c'est pas le cas, mais en privé, je pense qu'il y a. J'ai entendu souvent des opérateurs me dire: moi, une indentation, ça me prend 45 minutes, ça me prend 50 minutes. Une vitrectomie, c'est uniquement 30 minutes, donc je préfère faire une vitrectomie. Ouais, mais les résultats sont pas les mêmes. Ouais. Oui, Youssef. Ah. Je voulais te remercier pour cette présentation et j'insiste vraiment sur ce que tu dis sur la sémiologie et pour dire que maintenant, bien que peut-être qu'il y a des gens qui font moins la cryo-indentation, mais on a un retour quand même vers la sémiologie actuellement parce qu'il y a beaucoup qui changent. Peut-être qu'ils font pas une cryo-indentation, ils font une cryogaz, ils essaient de faire de mettre du visqueux, donc peu importe. Donc, on repense un peu à la sémiologie, voir si le DPV est fait, si c'est un trou, si c'est donc, on essaie de comprendre parce qu'on sait de plus en plus qu'avec ces techniques-là d'approche externe, on a moins de déformation d'image, on a moins de slippage de la rétine comparé à la vitrectomie. Donc, c'est clair que peut-être que la cryo-indentation, si on l'apprend pas, elle peut être difficile et la courbe d'apprentissage est très élevée. Mais quand même, il faut toujours penser à examiner le patient et savoir ce qu'on veut faire pour avoir, parce que même si on se rapproche tous des résultats qui sont bons, il faut aussi la qualité de vision et de comprendre un peu comment faire la meilleure vision, même si la réussite est la même, mais parfois on est mieux en cryo-indentation en termes de qualité de vue, comme tu l'as montré, que en vitrectomie. Oui. Donc, merci. Tu voulais dire quelque chose? Ça marche. Oui. Ouais. Oui, alors merci pour cette magnifique présentation où je me suis retrouvé dans ma formation et puisque mon maître fait partie de tes adeptes depuis toujours, forcément j'ai été élevé à ce grain. Je voulais juste faire une petite remarque sur certaines études que tu as montrées et en particulier lorsque tu parles des résultats d'acuité visuelle indentation versus vitrectomie, dans la plupart des études, les résultats sont meilleurs pour l'indentation à 3 mois et sont en général identiques à 1 an. Et j'ai retrouvé certaines études que tu citais dans ce que j'ai lu aussi. Je crois pas que tu aies parlé de l'augmentation de l'échec de l'indentation avec l'augmentation du nombre de cadrans touchés par le décollement. Si. Ouais. Et pour revenir sur l'intérêt effectivement de l'examen et de la sémiologie, dans une des méta-analyses que tu as citées sur 1512 patients, dans cette méta-analyse, ils n'avaient gardé que 8 études, avec finalement un échantillon de patients relativement modeste, sur lesquels ils avaient réussi à retenir tous les critères d'examen préopératoire. Donc effectivement, ces méta-analyses sont toujours à prendre avec des pincettes. Toi, tu parles de la méta-analyse qui a réuni toutes les études randomisées, hein, c'est ça? Ouais. Mais c'est formidable, avoir 1500 cas randomisés. La randomisation, quand même, ça vous enlève toute la subjectivité, hein. C'est quand même, c'est la vérité brute, là. Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Du coup, pour revenir sur la sémiologie, est-ce que tu penses qu'il y a, justement, il y aurait, une marge de progression, y compris sur les membres de la CRV ou des... Qu'est-ce que tu penses justement de la sémiologie? Oui, je pense que tu as raison. Du reste, que tu imaginais, et tu en parleras peut-être tout à l'heure, faire un congrès sur la sémiologie. Je pense que ça, c'est une excellente idée. Est-ce que tu me permets de présenter 4 diapos, 5 diapos? Ouais, J'ai regardé le dossier Excel que vous avez rempli et attends, c'est pas ça, voilà.
et j'ai regardé quelle était la fiabilité de vos renseignements sémiologiques et j'ai trouvé des incompréhensions. Premièrement, les stades. J'ai vu, vous allez rire, mais j'ai vu des cas de stade C3 lorsqu'un seul cadran est décollé. Là, ils sont forts, les mecs. Hein. Les personnes qui ont rempli ça, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était que les stades. Je vous le rappelle, voilà, par exemple, un décollement avec ça, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui pense que c'est un stade C1? Qui pense que c'est un stade C2? Levez la main. Qui pense que c'est un stade C2? Qui pense que c'est un stade C3? Mais il y a 90% des gens qui pensent pas, là, qui lèvent pas la main. On reprend. Stade C1, stade C2, stade C3. Bon, eh bien, c'est un stade C1. Qu'est-ce que c'est un stade C2? Un stade C2, c'est un stade où quand on additionne toutes les la surface angulaire des trois zones de rétraction, de pli, on dépasse 90 degrés. Or là, chacune de ces zones fait à peu près 15 degrés, donc on est au maximum à 45 degrés, 50 degrés de stade de rétraction, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 90 degrés, et ça, c'est un stade C1. Également, vous aviez 66% de vos déhiscences qui étaient situées sur la base du vitré. Ça, c'est trop. Il y a beaucoup plus de déhiscences qui sont rétrobasales et non pas basales. Hein, elles sont dues, comme je vous l'ai montré, à des adhérences entre le vitré et la rétine, ce qui fait que lorsque le décollement du vitré va se créer, la rétine cède et il y aura une déchirure par traction. Ça, c'est important à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que en cas, si vous décidez de rompre cette traction, en cas de vitrectomie, il vous suffit de rompre cette traction et vous transformez un décollement par traction en un décollement sans traction. Alors que dans les déhiscences situées sur la base des vitrés, il n'y a pas d'adhérence entre le vitré rétrobasal, entre le vitré et la rétine. C'est la galette vitréenne elle-même qui déchire la rétine et maintient, comme je vous l'ai montré, son bord antérieur fixé. Ce qui fait que, là, si vous voulez faire une vitrectomie, il va falloir enlever de façon parfaite toute cette zone de vitré en avant du lambeau pour rendre le lambeau flexible et mobile. C'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, vous voyez que ça a des conséquences stratégiques sur votre diagnostic. Je terminerai par les trous trophiques. Vous en avez diagnostiqué 251. Ce qui est assez conforme à ce que j'ai dans mes études à moi. Par contre, 51 ont été situés sur la base de vitré, ce qui est tout à fait impossible. Les trous trophiques sont en principe dans les régions prééquatoriales, ou bien sur la macula, s'il s'agit d'un trou maculaire, bien sûr. Elles sont la conséquence d'un amincissement progressif de la rétine qui fait que le trou se forme et il n'y a la plupart du temps, il n'y a pas de DPV, ce qui fait que c'est des décollements excessivement simples et c'est le stade 0. Mais, bien sûr, vous avez diagnostiqué 41 stade A parce que rien n'empêche à ce que le malade qui a développé son trou trophique, dans un deuxième temps, fasse un décollement postérieur du vitré, ce qui permet au pigment de passer par le trou et de se répandre dans le vitré. Ça, c'est possible. Par contre, un trou trophique ne peut pas, par définition, être de stade B, puisque pour que les berges de la déhiscence soient éversées et fixées par une membrane jointive à la déchirure, il faut que la déhiscence ait des berges. Voilà, là, il y a des berges et elles sont éversées et fixées, mais un trou trophique, ça n'a pas de berge.
Ça m'a pas, il y a pas de berge. Donc, ça peut pas être de stade B. Enfin, avoir 21 stade C est surprenant parce que sur ces décollements rétinogènes, c'est peu commun, à moins que vous ayez confondu, que certains d'entre vous aient confondu un trou trophique avec déchirure operculée. Je m'explique. Quand vous avez une bride vitréenne, voici là, qui arrache l'opercule de la déchirure, eh bien, la déhiscence derrière apparaît comme un trou. Mais c'est pas un trou trophique. C'est simplement une déchirure où le clapet a été arraché et vous voyez que la rétine, quand on fait bouger l'œil, le vitré est adhérent à la rétine avoisinante. Alors, donc le trou trophique, c'est une maladie simple, facile à guérir. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a 51% qui ont traité, 51% des trous, qu'on soit fac ou pseudofac, qui ont été traités sans vitrectomie. Bravo. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a eu un seul échec. 0,8% d'échecs. Vous voyez que c'est tout à fait dans l'ordre d'idée de ce que je vous ai présenté tout à l'heure et qui était susceptible d'être jugé comme tricherie. Ce qui me désole, par contre, c'est que les 123 autres ont été traités par vitrectomie. 17 échecs, 14% d'échecs. Vous avez eu 14, enfin, ceux qui ont opéré par vitrectomie, ces trous trophiques ont eu 14% d'échecs sur une maladie qui est plus simple qu'une cataracte. Ça, c'est énorme. Et pourquoi ce chiffre est tellement important? Parce que vous l'avez vu avec cette opératrice italienne, c'est difficile de faire un DPV quand il n'y en a pas. Et que ça charrie tout un tas de complications qui viennent grever le résultat final. Alors, je vous en prie, trou trophique, interdiction de vitrectomie. Voilà, c'est toutes les calculs. Ça te va? Comme, bon, ok. D'autres questions? Quelle heure il est? On a encore un quart d'heure. Alors du coup, moi j'avais une autre question, peut-être plus à poser pour les plus jeunes. C'était justement qu'est-ce qui, ça rejoint un peu l'action de Chérif, c'est qu'est-ce qui vous empêcherait, qu'est-ce qui vous bloquerait pour passer à l'indentation ou à l'analyse au verre à 3 miroirs. Est-ce qu'il y a justement, est-ce que c'est un problème d'équipement, de pas avoir l'équipement, de pas avoir la lampe à fente au microscope? Est-ce que c'est le problème de pas bien voir chez les patients pseudofac? Est-ce que ou d'autres choses? Allez-y, c'est le moment. Là, c'est la SRV, hein, on n'est pas à la SFO. Hein. Oui. Alors, moi, je peux donner peut-être un élément de réponse en voyant ce qui se passe là où je travaille et avec les jeunes qui arrivent, c'est que ils ont pas appris déjà la vitrectomie sous indentation, la lampe à fente, ils savent pas faire. La cryo-indentation, ils savent pas faire. Ils ont été dans des blocs où il n'y avait pas de lampe à fente sur les microscopes. Oui. Les microscopes, ils vont te dire que un bon microscope, c'est un microscope qui a un OCT et un biome. Et puis quand je suis sur mes vacations de bloc, il faut rechercher la lampe à fente, la réinstaller, elle est soigneusement emballée dans un sac, mise dans un carton, et on considère que c'est le truc qu'il faut sortir quand je viens en bloc, quoi. Donc voilà. Et ouais, tu vois, et par rapport à ça, t'as Nakul Singh qui était dans une clinique aux États-Unis qui ne voulait pas lui acheter un microscope avec lampe à fente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de clinique. Et la nouvelle est là. Hein, tu parles français aussi bien que moi. La nouvelle clinique, elle te permet d'avoir une lampe à fente sur le microscope. Nakul. Oui. Yes. Ok. Didier, oui, je voulais dire quelque chose en fait.
En fait, ce que tu décris et ce que vous décrivez, c'est surtout un problème de formation. C'est-à-dire que d'un côté, on a une formation qui est plutôt technologique avec les instruments, et de l'autre côté, s'il n'y a pas une proximité entre le maître et l'élève, avec une vraie transmission, surtout d'un savoir-faire aussi manuel. Parce que ce que tu oublies quand même, c'est que la dextérité, et la dextérité de beaucoup d'entre vous ici, elle est très personnelle. Chacun a une méthodologie manuelle qui est propre, un peu comme au tennis, on a un coup droit, un revers différent. Tout ça, ça s'apprend parce qu'on a un maître qui sait faire ça. Alors, le problème, effectivement, l'enseignement, maintenant, il est plus fait, cet enseignement de l'indentation, c'est un enseignement manuel, où savoir faire des points, savoir faire des plis sur l'indentation, comme tu as montré, si tu veux. Si tu l'as pas vu faire, on te l'a pas enseigné, c'est pas les laboratoires qui vont t'enseigner ça. Tu comprends? Je suis d'accord. Petite nuance, il y a une certaine paresse qui peut s'installer. Je vais te citer un d'entre nous, qui est aussi un vieux de la vieille qui est ici dans cette salle, qui m'a dit, Didier, c'est bien que vous faisiez cette réunion sur le décollement, parce que moi j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de récidives et d'échecs maintenant que je fais des vitrectomies plus généralisées, que lorsque, du temps de la SCRV, ancienne formule, on te suivait et on suivait tes indications. Ouais, si je peux parler pour les jeunes. Oui. Alors, il y a plusieurs choses, c'est que donc déjà effectivement, on en voit peu des indentations pendant son internat. On en voit peu, on en fait peu après pendant le clinica pour différentes causes. Alors il y a le fait que l'ophtalmologie dans beaucoup de centres hospitaliers, mais les CHU compris, aujourd'hui c'est assimilé à la chirurgie de la cataracte, c'est-à-dire une intervention qui doit aller vite, qui doit pas prendre de temps et qui doit pas nécessiter d'anesthésiste. Donc on se retrouve avec des patients qu'on peut pas endormir. Donc la plupart du temps, comme c'est des patients aussi assez âgés, moi j'ai opéré surtout des patients qui ont plus de 75, 80 ans. Donc les anesthésistes nous les récusent. Des gamins. Voilà. Les anesthésistes nous les récusent, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et la vitrectomie, mine de rien, on peut la faire sous AST, on peut la faire d'une manière un petit peu plus facile. Après, comme on en voit peu, on en fait peu, on est frileux aussi parce que le geste on le maîtrise pas complètement. Et puis je dirais aussi que en définitive, le fait d'être aussi, alors sur certaines régions, on a vraiment un flux de patients très important, nous fait toujours privilégier le fait de se dire allez, je fais une vitrectomie parce que ça va me mettre 20 minutes, puis s'il redécolle, je mettrai du silicone, et puis le silicone j'en mets plein, enfin à force de le faire et de dire ça me prendra pas plus longtemps, et de toute façon j'ai pas d'autre choix que de faire ça, parce que derrière on n'entend pas qu'une intervention puisse nous prendre, moi je fais un nab externo, ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie, et j'ai pas honte de le dire, j'en ai pas fait assez pour être rapide. Donc du coup, tout ça fait que finalement, on fait de la vitrectomie, on en fait beaucoup. On se forme pas assez, on n'est pas assez performant et c'est un cercle vicieux, et après c'est difficile parce qu'une fois qu'on est installé et tout, on n'a plus personne aussi pour nous driver. À l'hôpital, il y a aussi de moins en moins de gens qui savent le faire. Les vieux PH qui savaient le faire, partent à la retraite, et là le flambeau est pas repris, et on se pose la question à un moment de savoir comment on va faire en fait pour ces cas-là, quoi. Je trouve que ta remarque est formidable. Elle résume absolument ce que la majorité d'ici peut-être envisage et constate. Je voudrais te faire simplement une remarque. Du temps où je faisais 1800 rétines par an, sur 100 jours, c'est-à-dire une moyenne de 18 rétines par jour, je mettais 15 minutes pour faire cryo-indentation, 30 à 35 minutes pour faire une vitrectomie complète. Donc, dire l'indentation prend beaucoup plus de temps que la vitrectomie, non. Simplement, c'est une question de pratique. Tu sais, j'ai aidé des gens quand j'étais jeune assistant, des gens qui opéraient encore la cataracte à l'œil nu. La cataracte à l'œil nu, ils mettaient 3/4 d'heure pour la faire. Et puis alors, j'incise. Je vais m'approfondir, Didier. Dites-moi bien si c'est ça. Ah non, là vous avez fait un sillon au-dessus.
Ah bon? Alors, je vais m'approfondir. Ah non, là, c'est un sillon en dessous. Ah, ben, laissez-moi, je vais faire. Ah, merci Didier. Parce que les gens sans microscope, ils n'y arrivaient pas. Ça, c'est des techniques qui s'apprennent. Ça s'apprend comme de regarder dans un grand champ, comme de, bon, c'est des choses qui s'apprennent. Dire que l'indentation prend plus de temps que la vitrectomie, d'abord, la chirurgie, c'est pas une course, mais quand on voit les résultats qui n'ont rien à voir, tu comprends, tu peux me dire, moi, je préfère faire les intracapsulaires que les phaco. Ok, d'accord, tu peux. Il n'y a pas eu d'étude qui a montré la différence entre une intracap et une phaco, comme ces études ont montré qu'il y a une différence statistiquement significative. Donc, il faut quand même revenir sur les bases de ce que c'est que la chirurgie. La chirurgie, c'est de donner les meilleures chances aux malades. Alors, même si tu passes 5 minutes de plus à faire une indentation, eh ben, il faut la faire, mon gars. Parce que les résultats sont complètement différents. Je peux dire un Oui, peu, Didier. Oui. Pour faire suite à ce que tu viens de dire, il y a quand même une chose qui est surprenante dans votre démarche, et pour avoir enseigné pendant plus de 12 ans, c'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui, que je ne comprends pas dans votre approche. C'est qu'en fait, vous avez tendance à considérer que la vitrectomie est un geste anodin. Totalement. C'est-à-dire sans effet secondaire, sans partie iatrogène. Vous considérez qu'on met 3 plugs, on fait une vitrectomie, on met un système grand champ, on est à l'abri des embêtements et on peut pas être iatrogène jamais. Tout va bien si on n'a pas d'endoff. Alors que quand vous faites une indentation, on n'est jamais iatrogène. Au pire, vous l'enlevez, c'est retour à la case départ. Je veux dire, sauf à faire un point perforant et sous microscope, faut quand même y aller. Le reste du temps, vous enlevez vos fils, vous virez l'indentation et puis vous repartez au départ. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais iatrogène. Donc pourquoi c'est gênant d'essayer ça? Au pire, si ça marche pas, eh ben, ma foi, on peut toujours transformer. Mais sinon, c'est un geste simple, non iatrogène. Et par contre, qui est exigeant pour que ça marche, il faut bien le faire. Donc, il y a des critères de passage de fil, de choix de produits, de façon de mettre les choses, de placer ça correctement. Donc, c'est exigeant et méticuleux. Mais par contre, c'est pas iatrogène. Et donc, pourquoi ne pas l'essayer? Alors que la vitrectomie est vendue comme un geste totalement sans effet secondaire et par contre non iatrogène, alors que c'est faux. Vous faites des incarcérations forcément, et s'il y en a, ça va aggraver le tableau initial, et là, vous allez passer au silicone. Ça veut dire que 6 mois plus tard, le patient, il a une hypertonie à je ne sais combien, et on se pose la question de comment il va finir. Parce que finalement, l'alternative au silicone, ça va être de l'enlever pour mettre un cerclage. Et là, alors que vous avez hésité à mettre une indentation localisée, vous allez en devoir en mettre une sur 4 cadrans, ce qui est une autre paire de manches, quoi. Autrement, le patient n'a pas d'avenir. Donc, je trouve que la rétinotomie sur 360 plus le silicone, regardez les acuités visuelles, quoi. C'est quand même pas, enfin, je veux dire, c'est pas enviable, quoi. Après, il y a une réelle inquiétude à avoir effectivement sur c'est vrai ce qu'il disait sur le caractère de la transmission, de la formation, de la créandentation. J'allais dire, je pense que il y a de plus en plus d'opérateurs de rétine. Donc qui font des petits volumes. Ils sont, j'allais dire, pris en tenaille entre les nouvelles technologies, la vitrectomie transconjonctivale rapide, des microscopes 3D avec un biome, l'absence de formation en créandentation. Donc quand ils sortent, effectivement, ils n'ont pas forcément la technique créandentation. Ils vont faire de la vitrectomie d'un volume, j'allais dire moyen ou voire petit. Et en fait, tous les échecs, ça passe un peu sous le radar. Ça passe sous le radar parce que quand t'opères pas beaucoup, t'as quelques échecs qui sont statistiquement importants, en fait, s'ils regardent. Et ils les foutent sous silicone. Et puis ça reste comme ça sous silicone. Donc finalement, j'ai fait le job. Avec moi, pas de problème. Donc ça continue comme ça. Ce que tu dis est très important. Vous savez qu'il a été calculé qu'un succès vous rapporte 5 malades, un échec vous en enlève 13. Ça veut dire que si vous avez un taux de succès de l'ordre de 90%, par rapport à l'autre à côté qui aura 98%, vous avez une clientèle qui continue à augmenter.
parce que vous avez plus de gens que vous avez les 90 multipliés par 5, ça fait 45, alors que les autres vous en enlevez. Enfin bref, le calcul a été fait. C'est le drame, c'est que des techniques qui donnent autour de 90% de chance, bah le gars il a sa clientèle qui attend, qui demande, hein, bien sûr. Quoi. Ouais. Du coup, ça passe sous le radar, je trouve, avec la stratégie silicone derrière, mais je sais pas comment faire pour améliorer la formation ou. C'est ce que j'allais dire, en fait, comment on fait pour se former, en fait, si en fait on a des chefs qui nous forment peu parce qu'eux-mêmes sont pas à l'aise, comment on fait pour progresser dans ces cas-là? Mais moi, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, si je peux me permettre, moi, mon aide opératoire, elle râle quand je veux faire une cryodentation. D'accord? Et l'anesthésiste, il râle quand je veux faire une cryodentation. Donc là, t'es à l'hôpital, tu vas aller en privé, et en fait, il va falloir que tu t'imposes. Et moi, je me rappelle, mon patron, il avait dit, et je le remercie pour ça, c'est, à un moment, il faut faire péter les galons. Il faut faire péter les galons. C'est-à-dire que c'est toi qui décides, c'est pas l'anesthésiste, et c'est pas ton aide opératoire. Excuse-moi, j'allais dire exactement la même chose, oui. J'étais en train de discuter avec Louise. C'est que t'as un chemin personnel à faire. Et donc, toi, t'as eu un discours d'excuses que je critique pas, hein. Mais si tu veux, nous jeunes, alors que c'était beaucoup moins facile, on s'est déplacé. Moi, j'ai passé un an aux États-Unis avec un emprunt étudiant il y a truc, et j'ai abandonné mon poste pour aller chez Didier pendant 2 mois j'étais payé comme une secrétaire pour faire ses aides. Donc, si tu veux, à un moment, t'as un chemin personnel à faire. Et en France, il y a plein de gens qui opèrent bien, tu vois. Donc, si tu veux, il faut que tu ailles voir Pierre Albinet, Alexandre. Tu peux faire le chemin d'aller passer un week-end d'un cool qui vient des États-Unis. Il est venu apprendre des États-Unis. Donc, tu peux faire le chemin de Paris ou d'Angers. Voilà. Donc, il y a une quête personnelle à avoir dans la chirurgie. Je pense que t'as une remarque qui est très importante. Moi, je sais que ça avait été vraiment, quand j'étais à Rouen, c'était un vrai problème. C'était le problème de l'anesthésie. C'est vrai que faire des cryodentations sous local, c'est compliqué. Moi, je me rappelle un malade qui s'est levé avec les pinces, autour des muscles. Il s'est réveillé d'ailleurs. Juste, j'ai dit voilà, non, plus jamais je ferai une dentation sous APP, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un vrai et ça pour le coup, il peut y avoir un conflit avec les anesthésistes, mais qu'il faut assumer, quoi. Et c'est vrai que c'est ouais. En principe, quand ils se lèvent, ils se pètent la gueule sur le micro quand même. Hein, parce que la problématique aussi pour la cryodentation, du développement de la cryodentation, c'est qu'on a quand même une pression des laboratoires qui fabriquent les machines. C'est pas une pression, mais la vitrectomie transconjonctivale paraît plus simple. On met juste des trocars, on est dans 2 secondes dans l'œil. On a des biomes, on a un inverseur. On en arrive au point où le dernier microscope qui vient de sortir, qui est magnifique, ils ont même pas homologué la lampe à fente externe pour ce microscope. Et quand on leur pose la question au directeur, il nous dit « Ah, mais la lampe à fente externe, c'est une problématique française. » Problématique française parce que... japonaise aussi. Hein. Que les Européens, l'italienne, ils connaissent pas la lampe à fente externe. Non, bien sûr. Donc, ils produisent en masse, ils produisent sans lampe à fente externe, sans prévoir l'homologation de la lampe à fente. Oui, je voudrais rajouter une petite chose à ce qu'a dit Jean-Paul. En fait, il faut bien comprendre une chose. Vous êtes tous brillants, vous sortez de la PHP, vous avez une formation pour résoudre tous les problèmes du moment de votre enseignement où vous avez appris toutes les techniques. Mais en fait, quand on commence à travailler sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui est important, on devient des autodidactes. Et vous choisissez votre itinéraire personnel. Et vous choisissez d'aller éventuellement suivre telle école et autre qui va donner votre parcours, votre trajet et votre chemin vers l'excellence. C'est votre degré d'exigence qui va faire ça. Et ça, c'est très important. Et ce que dit aussi Jean-Paul, et ce que dit Didier, ça, c'est fondamental. Et tous les vieux comme nous qui avons fait, on a cassé des techniques pour aller vers d'autres techniques. Moi, le premier avec les vortiqueuses, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, c'est très important, ça. Il faut savoir de temps en temps dire, ben non, ça marche pas, je fais autre chose. Et aller voir les gens qui proposent autre chose pour évaluer et éventuellement changer.